Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire. Donc, je crois que nous sommes le dernier webinaire de la journée dédiée à l'expérience client. Donc, merci à vous d'être encore là. Je dis bonjour du coup à Yannick qui m'accompagne cet après-midi. Bonjour Yannick. Bonjour Caroline. Est-ce que tu peux Bonjour te à tous. présenter en 2 mots? Eh bien oui, donc je suis responsable de la transformation digitale chez Luxicle International. Et donc mon rôle dans l'entreprise, c'est d'orchestrer le déploiement des projets digitaux en fonction de la stratégie digitale qui a été définie pour le groupe. D'accord, merci. Donc pour ma part, je suis Caroline Verbruch, je suis Lead Generation Manager pour Synolia. Je vais vous dire 2 mots très rapidement à propos de Synolia. Rassurez-vous, ce sera tout, il n'y aura que ce slide. Donc Synolia, on est une société de conseil et de services. On existe depuis 18 ans maintenant, donc depuis 2004. On a une mission qui est de libérer le potentiel de croissance de nos clients et on fait ça grâce à une plateforme de services et de solutions qui est complète et innovante. Vous pouvez avoir un aperçu des spécialités sur lesquelles on intervient, du coup, sur le schéma que vous voyez sur la droite. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus à propos de Synolia ou autre, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va fonctionner de manière en questions-réponses, en jeu de questions-réponses entre Yannick et moi. Du coup, je vais lui poser des questions, il va me répondre, s'il veut bien. Sinon, le webinaire va être très court. Vous, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser aussi vos questions. On a dédié un temps de questions du coup à la fin du webinaire pour pouvoir vous répondre. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Yannick, si tu peux nous dire quelques mots de Luxicle. Eh bien, Luxicle International, c'est un groupe qui est mondialement connu, principalement au travers de ces 2 marques que sont Look et Corima. On a peut-être des adeptes du vélo dans notre audience. Donc Look, pour présenter, c'est un concepteur et fabricant de vélos, pédales automatiques et accessoires en carbone. Donc c'est des produits très haut de gamme dans le monde du cyclisme, et Look est partenaire de nombreuses équipes du World Tour, avec une présence principalement sur des événements Tour de France, et gros événements UCI, et également partenaire de la Fédération française de cyclisme depuis plus de 30 ans, avec de nombreuses victoires à la clé sur des événements majeurs tels que les JO. Sur la partie Corima, donc on est toujours dans l'univers du cyclisme dans sa globalité, avec d'autres petits créneaux également. Donc Corima, c'est un concepteur et fabricant de roues, toujours en carbone. Pareil, partenaire d'équipe du World Tour, et avec également d'autres activités liées plutôt sur la partie handisport. Ok, merci. Voilà. Alors, je vois juste qu'il y a des personnes qui ont a priori des soucis, qui ne nous voient pas, qui ne nous entendent pas. Est-ce que vous pouvez tenter d'actualiser, de quitter le webinaire et de revenir? Je pense que ça peut résoudre le problème, parce que je l'ai eu ce matin sur un autre webinaire. Donc, Arnaud, Bénédicte, ils m'entendent pas. Alors, c'est bête que je leur dise de redémarrer le webinaire. Je vais vous l'écrire. Hop, je le fais rapidement. Rafraîchir la page. Hop. J'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas très grave. Donc on a eu la présentation de Luxicle. Donc effectivement, Luxicle, je pense que sans le savoir, on connaît tous cette marque parce qu'on l'a tous déjà vu, que ce soit au JO, sur le Tour de France, on a tous déjà vu les cadres de vélo Look, les roues de Corima, on les a tous déjà vus, mais peut-être sans le savoir. Et effectivement, moi, ce qui m'impressionne beaucoup vis-à-vis de Luxicle, c'est le côté innovant, parce que c'est des produits qui ont une technicité qui est énorme qui soutiennent du coup des champions du monde cycliste. Donc c'est vraiment des très très beaux produits. En termes de distribution, du coup, Luxicle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, on a donc au niveau de nos produits, ils sont distribués dans plus de 70 pays. Et pour se donner une idée, 75% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. On a une présence directe avec une force de vente propre sur nos filiales en Europe, principalement en Italie, également en France, et on a une filiale de distribution aux États-Unis, donc pour couvrir toute la partie nord-américaine. Tout ce qui concerne la partie B2C, donc on a une plateforme e-commerce, on a plusieurs plateformes e-commerce pour certains produits, et on utilise également on a des partenariats avec des pure players qui viennent en complément. Donc notre partie e-commerce, c'est plus pour atteindre le D2C en particulier, et on est avec d'autres grands acteurs du monde du sport et du cyclisme sur la partie pure players type Alltrix, si certains d'entre nous le connaissent. Voilà. Donc effectivement, une distribution qui est duale, puisqu'on a un côté B2B, un côté B2C, qui est international. Donc ça, forcément, il y a des challenges qui découlent de ce mode de distribution, et notamment, donc Lookcycle aujourd'hui connaît le succès, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début des années 2010, l'entreprise a connu un peu une perte de vitesse. Elle n'est pas aussi bien qu'elle ne va aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel Lookcycle était dans les années 2010, au début des années 2010? Oui, tout à fait. Alors, pour se remettre un petit peu dans le contexte, début des années 2010, on a commencé à avoir une concurrence accrue à l'international, principalement avec l'émergence de marques américaines et asiatiques qui viennent vraiment chambouler le marché. Sur la partie asiatique, avec un avantage concurrentiel sur la partie cadre, c'est-à-dire que de leur côté, il y a eu des avancées majeures sur la maîtrise de la technologie carbone. Et donc, Look s'est retrouvé être challengé et n'était plus en fait en position de leader. Parallèlement à ça, on a eu également le marché du sponsoring qui a évolué. Historiquement, Look s'est toujours appuyé sur des partenariats avec des équipes, des grandes équipes du World Tour, du Tour de France, avec parfois plusieurs équipes. Et on a eu des nouveaux acteurs, des gros acteurs très connus aujourd'hui, type Canyon ou Specialized ou autres, qui sont arrivés sur le marché avec une approche beaucoup plus importante et avec des moyens beaucoup plus importantes que Look. Donc en termes d'innovation, globalement, toutes les innovations, elles se sont un peu lissées. Et donc, il y a eu une démarcation un peu plus complexe face à la concurrence, et donc les investissements marketing majeurs également, mais tout ça a mis en difficulté l'entreprise. D'accord, donc une période qui n'est pas évidente pour Lookcycle, parce que effectivement, habitué à cette position de leader en termes d'innovation auprès des équipes du World Tour. En 2016, il y a un virage qui a été pris par l'entreprise. C'est le virage que représente un peu le métier que vous occupez aujourd'hui dans la transformation digitale. Donc c'est évidemment un terme qu'on entend beaucoup et qui veut dire plein de choses, la transformation digitale. Donc concrètement, c'était quoi les objectifs de cette mutation que Lookcycle a entrepris vers le digital? Alors, pour expliquer ce qui s'est passé en 2016, on a eu un changement d'actionnaire, et avec l'arrivée d'Activa Capital, qui est un fonds d'investissement français,
Et ce qui a conduit à un changement également d'organisation avec l'arrivée de notre CEO actuel, Federico Mussi. Et à ce moment, le digital a été identifié comme un pilier majeur concernant le développement du groupe. Donc, les objectifs, l'objectif, c'était d'utiliser le digital comme un levier de croissance, d'homogénéiser également la qualité du service fourni et de donner une expérience client à la hauteur de la qualité de nos produits. Voilà. Et par rapport à ça, il y a eu des développements de différents outils qui ont été réalisés avec l'implémentation de nouveaux sites web, l'implémentation de notre CRM et en parallèle également toute la partie, la gestion du customer support avec Zendesk. Donc, il faut quand même le dire, le virage qu'a entrepris Luxcycle en 2016, c'était pas encore quelque chose qui se faisait autant que ça en 2016, parce qu'on a l'impression que 2016, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça commence à dater un petit peu, c'était quand même il y a 8 ans. En 2021, j'ai retrouvé un chiffre d'Ipsos que j'ai trouvé assez parlant, c'est qu'en 2021, donc il y a seulement un an, moins de la moitié des entreprises françaises, 41% des entreprises françaises, reconnaissent que le digital contribue à leur croissance. Donc en fait, d'une certaine manière, Look a été un peu pionnier dans ce virage du digital et dans l'importance que vous accordez au digital dans le développement de l'entreprise. Parce qu'encore aujourd'hui, toutes les entreprises françaises n'ont pas conscience de la puissance du digital dans le développement d'une entreprise, parce que ça contribue à 100% et complètement à une qualité de service, à une expérience client sans couture, d'être capable, ce que vous disiez, d'homogénéiser la qualité du service fourni, c'est d'avoir une qualité qui soit homogène et de très haute qualité, que ce soit en B2B, en B2C, que vous ayez affaire à un distributeur, que vous passiez en direct, etc., etc. Donc c'est quand même à souligner, je trouve, que en 2016, c'était pas encore quelque chose qui se faisait tant que ça, et que comme Look avait été pionnier des années plus tôt sur les innovations produits, l'a été encore une fois en 2016 et du coup a su redresser le guidon. Excusez-moi, je vais être obligée de faire un peu des métaphores, hein, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Donc a su redresser du coup la barre à ce moment-là pour entreprendre cette transformation. Je voulais juste quand même le souligner parce que je pense que c'est assez important à dire. Pour compléter tes propos, c'est vrai que on est aujourd'hui, sur une ère après Covid, et beaucoup d'entreprises, en fait, le Covid a été l'événement qui a poussé les entreprises à accélérer, en tout cas dans la digitalisation. En 2016, on n'était pas du tout dans le même contexte et très peu d'entreprises l'ont anticipé à cette époque-là. C'est-à-dire que c'était plutôt quelque chose qui n'était pas critique à mettre en place et donc qui prenait énormément de temps. Là, avec le contexte sanitaire, tout s'est fortement accéléré. Il a fallu déployer tout un ensemble de solutions, de revoir les modes de fonctionnement. Et aujourd'hui, en fait, tout ça à mettre en place dans l'urgence, c'est toujours plus compliqué que quand on l'anticipe davantage. Complètement. Mais la bonne nouvelle, c'est que les entreprises qui se retrouvent à faire ça un peu dans l'urgence peuvent s'inspirer d'entreprises qui sont déjà passées par là, donc comme Look, et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi ces retours d'expérience comme celui que tu peux nous faire aujourd'hui. Donc, si on reprend, on avait donc une entreprise qui était en perte de vitesse. La barre qui a été redressée en 2016 avec une profonde mutation vers le digital, donc vraiment un changement de stratégie profond et très important à souligner, qui a été impulsé par le dirigeant de Luxcycle, qui a pas été, qui est vraiment une volonté d'entreprise. Et là, il a mis en place une solution. Dans quelle mesure la mise en place de solution dans cette stratégie de transformation digitale? Alors, le premier point, c'était de soutenir nos équipes de force de vente. Dans un premier temps, et le business B2B dans sa
Le deuxième point que je pourrais donner, c'était de supporter le lancement de notre activité e-commerce, en tout cas de notre vente directement aux consommateurs. Et le dernier point, le point essentiel, c'était l'expérience client comme driver. C'est-à-dire qu'on souhaitait vraiment donner la meilleure expérience client, se rapprocher de notre client. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait faire au travers d'un outil CRM. Du coup, donc ça, c'est des objectifs un peu globaux. C'est mon slide, c'est malin ça. Eh bien, tant pis, on va improviser. Donc, vis-à-vis de la mise en place du CRM, il y avait des objectifs, mais il y avait des objectifs un peu distincts parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a une distribution en B2B et une distribution en B2C également. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objectifs pour le B2B et pour le B2C? Oui, sur la partie B2B, les équipes cherchaient à structurer la partie commerciale avec la possibilité d'avoir beaucoup plus de reporting. Donc, l'objectif, c'était pour nous de centraliser la donnée, d'avoir la possibilité également d'analyser l'historique de manière à pouvoir réaliser des projections. Et c'était aussi surtout un outil permettant de faciliter l'échange des informations au niveau des équipes commerciales. En fait, ça a permis globalement d'avoir un outil, d'un élément central pour piloter l'activité commerciale B2B. Nos commerciaux, ça leur permet également encore aujourd'hui de faciliter le suivi de leurs objectifs et de leurs affaires et d'optimiser toute leur organisation de leur visite commerciale et donc, in fine, de développer le chiffre d'affaires dans le réseau de distribution revendeurs et également au niveau de nos filiales de distribution. Ça, c'est la partie B2B. Sur la partie B2C, l'objectif était un peu différent. C'était pour nous de centraliser la donnée consommateur, puisqu'avant ça, on fonctionnait de manière, on utilise un terme un peu siloté, c'est-à-dire qu'on avait des données conso éparpillées sur des fichiers Excel, pour faire simple. Et donc, pour croiser ces informations, pour faire de l'analyse, c'était quelque chose de très compliqué. Et l'objectif, c'était aussi de pouvoir connecter cette plateforme avec nos différents sites de manière à pouvoir mieux récolter les données consommateurs, de mieux la segmenter et donc nous permettant de mieux connaître au final nos consommateurs. Et ça nous permet, une fois ces différentes tâches réalisées, de mettre en place des campagnes derrière plus pertinentes et surtout plus ciblées. Il y a quand même, alors les objectifs sont quand même assez différents, mais il y a quand même une constante qui reste, c'est la connaissance du client et c'est la volonté d'optimiser, d'homogénéiser une expérience sur tous les canaux auprès de tous les clients. Et je trouve que c'est quelque chose qui transparaît beaucoup, même si évidemment en B2B, en B2C, vous n'avez pas des objectifs qui sont exactement les mêmes, parce que les vont pas être les mêmes. Donc c'est important. Donc à ce moment-là, vous avez donc la transformation digitale s'enclenche. Vous identifiez d'un CRM et vous avez du coup choisi un duo pour mener à le duo Sugar Synolia. Donc Sugar ne connaissent pas nécessairement la solution. Pourquoi ce duo-là? Pourquoi pas autre chose?
Alors, déjà pour expliquer un petit peu la manière dont on a fonctionné, on a effectué un recueil de besoins en interne. On a audité notre écosystème, on a été accompagné pour le faire, et on a mis en place un appel d'offres où on avait à l'époque, on avait eu une dizaine de retours. Et on a shortlisté trois solutions, trois éditeurs intégrateurs. Alors, nous, en termes de rapport fonctionnalité, coût et souplesse d'intégration, Sugar s'est démarqué par rapport aux autres solutions. Ça nous a paru être à l'époque plus souple et ça s'est confirmé. Et en tout cas, Sugar, même encore aujourd'hui, puisque notre écosystème évolue, fait tout vraiment pour s'intégrer dans un écosystème varié. Alors que si on travaille sur d'autres solutions, gros éditeurs, les autres solutions sont peut-être un petit peu moins flexibles que Sugar. Ce qui nous a également fait basculer sur ce choix, c'est la marketplace d'applications intégrée à Sugar qui est très fournie. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer la solution avec vraiment un volume d'applications conséquent. Et concernant Synolia, on a alors ça s'est également vu avec le temps, mais voilà, pour partager l'expérience, il y a une équipe support qui est vraiment très présente, qui est réactive et qui prend en compte nos différents besoins très très rapidement. Donc effectivement, le choix de Sugar, c'était une histoire de fonctionnalité, que ça répondait mieux à vos besoins, qu'il y avait un support aussi qui prenait en compte vos besoins assez rapidement, etc. Et que vous aviez une marketplace d'applications à dispo qui était suffisamment fournie, si je résume en 2 mots. Oui. Et du coup, vous avez été accompagné par Synolia sur le projet CRM. Donc, ça s'est passé dans quel sens? Vous avez choisi Sugar et après vous avez choisi Synolia, ou c'était dans l'autre sens? Alors, ça s'est fait de pair. Bon, Synolia a une expertise depuis de nombreuses années sur toute la partie CRM et Sugar en particulier. Donc, ça a été un point déterminant. Également sur la partie accompagnement, et on avait eu des expériences précédentes avec l'implémentation de notre solution Zendesk où ça s'était très très bien passé. Et on a eu, évidemment, c'est un élément qui est non négligeable, mais à l'arrivée de notre CEO actuel, qui venait en fait de chez Piaggio sur son ancienne fonction, avait lui expérimenté la mise en place de Sugar CRM et où ça s'était très très bien passé avec Synolia. Donc forcément, la suite logique que l'on a donnée, c'était de poursuivre avec Synolia et avec Sugar CRM. Ok, très clair. On ne va pas s'étendre plus sur le sujet, mais c'est l'essence d'être l'expertise en fait de. Tu l'as dit. Pour faire l'historique, Synolia, on a été la solution Sugar en 2004 et on est partenaire de Sugar. Ça fait 18 ans qu'on travaille avec Sugar. Donc effectivement, on a une petite connaissance de la solution. Donc un projet, ça change quand même beaucoup de choses, ça change beaucoup de processus, ça transforme pas mal la manière de travailler et de fonctionner. Donc il a fallu, j'imagine, adapter l'organisation interne de Look autour de ce projet. Comment vous avez fait? Quelle a été l'organisation de Look autour du projet CRM? Alors, pour impliquer les équipes, bon, la première personne, évidemment, a été le responsable digital.
On a également formé, puisqu'on n'avait pas de ressources dédiées sur toute la partie, sur la partie CRM. Donc, on a eu une collaboratrice qui a été spécifiquement formée et qui est toujours actuellement en poste sur la gestion de toute la partie CRM. On a embarqué dans le projet nos équipes force de vente sur la partie B2B. Et on a également toute notre partie service après-vente. Donc, c'est un projet, la partie CRM, c'est pas que un projet purement digital. Ça implique, c'est un projet qui est assez transversal dans l'entreprise et qui embarque plusieurs équipes, pour résumer, à la fois sur la partie IT, digital, la partie commerce et la partie SAV. Quand on déploie comme ça une solution, il faut déjà réfléchir. C'est pas déployer une solution pour la déployer parce que tout le monde le fait et on doit faire pareil. Il faut déjà l'anticiper avant et le préparer. Et la partie organisation en interne, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut analyser quelles personnes, quelles ressources on va mettre sur le projet, quel process on va mettre en place. Et à partir de ce moment-là, on arrivera à la dernière partie qui concerne l'outil en lui-même. Mais globalement, ce qui a aussi accéléré cette partie CRM, c'est que dès lors qu'on démarre une activité e-commerce, l'outil CRM prend globalement tout son sens. Et puis alors sur la partie, donc sur les facteurs clés du succès par rapport au projet. Donc ce qui a été important évidemment, c'est l'accompagnement de Synolia par rapport à son expertise liée au CRM. Ce qui est également essentiel, et ça a été abordé au début du webinaire, c'est qu'il y ait un investissement de la direction, et ça c'est valable globalement sur tous les projets digitaux. Si la direction n'est pas impliquée dans ces projets digitaux, c'est assez compliqué d'aller au bout, et en tout cas de convaincre à avancer sur toute cette partie-là. L'autre facteur clé a été d'avoir une vision claire de la data que l'on a dans le CRM. Et le dernier point, c'est l'onboarding des équipes métiers. Et ça, pour nous, c'était de coordonner donc entre les différentes parties prenantes. Sur toute cette partie Customer Resource, et de mettre en place des ateliers, de faire preuve de pédagogie pour embarquer toutes ces équipes qui n'étaient jusque-là pas du tout habituées à ces outils digitaux. Yannick, je suis revenue, je suis vraiment toutes mes excuses. On a fait des tests de connexion juste avant le webinaire, tout marchait parfaitement dans le meilleur des mondes. Et je sais pas, mon internet, l'après-midi, il fallait arrêter. Je sais pas si c'est passé. Je vois que tu as... Merci beaucoup d'avoir pris la suite. Heureusement que tu connais par cœur qu'on a tout préparé en amont, sinon ça aurait été... donc, j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Du coup, je vais essayer de retrouver le fil. Tu viens de dénoncer les facteurs clés de succès. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant et important sur l'utilisation d'un CRM, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de 37% des commerciaux qui utilisent vraiment le CRM. C'est une stat qui est assez récente. Du coup, aujourd'hui, c'est qui les utilisateurs vraiment, les personnes qui utilisent vraiment pour de vrai le CRM chez Look?
Eh bien, c'est tous nos représentants, aussi bien sur la partie France que sur la partie Italie, où on a notre filiale de distribution. On a évidemment notre responsable CRM, on a toute l'équipe SAV, qui est également utilisatrice, et également notre équipe digitale. Donc, c'est finalement les personnes qui ont participé au projet sont pour la plupart utilisatrices aujourd'hui de Sugar. Donc oui, c'est le scope d'utilisation n'est pas simplement limité aux commerciaux comme on pourrait le croire. Ça va bien. Oui, tout à fait. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'on se rend compte que le CRM, ça a un impact sur les revenus d'une entreprise. Ça aide l'entreprise à obtenir de meilleurs revenus. On considère que un CRM, ça peut permettre d'augmenter les revenus de 40%. Je vous dis quels sont les résultats que vous observez. Alors, nous, on a eu, ça nous a permis, en tout cas, sur toute la partie B2B, on a eu une croissance du chiffre d'affaires qui a été assez conséquente, puisqu'on est à plus de 25%, 27,5% plus exactement. Globalement, ça permet, ça donne une feuille de route, ça permet de ne pas passer au travers de certaines affaires, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volumétrie assez importante. On a un nombre de représentants également assez conséquent. Et en tout cas, ça leur a permis de structurer leur activité commerciale. Et donc, ça s'est vraiment ressenti sur le résultat global. Et en termes de taux de transformation, sur la partie B2B, on voit qu'on c'est significatif avec 25%. Également sur la partie B2C, avec environ 15%. Et on a un taux de churn qui est assez faible, qui est à souligner, qui est de moins d'1%. D'accord. Donc effectivement, c'est des résultats qui sont pas négligeables. Hein. On voit les chiffres. Hein. On sait bien que c'est pas uniquement lié au CRM, mais on sait que ça y contribue aussi parce que c'est le moyen de mettre en place de meilleurs processus, une meilleure relation client qui contribue typiquement pour les taux de transformation, on va pouvoir mieux suivre les affaires. Et donc forcément, quand on suit mieux ces affaires, on a plus de chances de les conclure. Donc c'est aussi c'est tout un ensemble de facteurs, mais le CRM, c'est à ces résultats-là. On a pas mal parlé de ce que vous chez Look et des résultats que ça vous avait apporté. Dire un petit peu plus sur des évolutions que vous auriez prévues dans les prochaines années pour Oui, on a des modules qui sont en phase de test qui vont permettre, on a un module en particulier qui s'appelle CJP qui permettra à nos commerciaux de construire toute la partie Customer Journey en quelque sorte. Et on a également d'autres modules WMAPS qui leur permettra, c'est-à-dire que sur leur parcours de visite, d'avoir des suggestions par rapport à un revendeur visité, et d'avoir des suggestions de visites à réaliser sur d'autres revendeurs se trouvant dans un certain périmètre. Donc c'est vraiment, on essaye de faire évoluer, si on ne se limite pas aux standards de Sugar. Comme je l'avais indiqué au début, il y a une marketplace qui est très riche. Et ça vaut le coup d'aller regarder ce qui est proposé, parce qu'il y a vraiment de nombreuses possibilités, toujours de rentrer dans cette phase d'amélioration et de mettre à disposition de nos utilisateurs des outils qui sont vraiment pertinents
Voilà, sur cette partie B2B, et on en aura d'autres également en prévision sur toute la partie, sur la partie B2C. Ok, bah, c'est une bonne. On a perçu, je pense, du projet dans sa. Les résultats que tu nous as partagés, ça doit en faire un peu plus d'un. Et si tu peux donner quelques conseils à ce qui voudrait. Alors, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, il y a assez de premiers projets. Je crois que plus de 90% de plus de 50 salariés sont aujourd'hui déjà équipés d'un CRM. Donc, on va pas mettre en place le premier CRM, mais qui se pose peut-être la question d'une refonte, de changer d'outil, d'avoir quelque chose de plus adapté. Est-ce que tu peux leur donner quelques conseils ? Oui, le premier, c'est surtout de bien définir son objectif au préalable et pas se lancer dans un choix de solution sans vision. Des solutions CRM, il y en a plein sur le marché aujourd'hui. Donc, il faut surtout bien définir la raison du pourquoi, soit on le met en place, pourquoi on veut changer et qu'est-ce qu'on cherche à obtenir comme résultat. On peut regarder voilà, la situation, quel est son existant et qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter si on implémente cette solution plutôt qu'une autre. Le deuxième conseil, c'est surtout de vérifier au niveau de l'accompagnement. Un outil CRM, c'est une solution qui reste malgré tout très technique, surtout sur la partie configuration et paramétrage. Et alors, ce n'est pas forcément spécifique à un outil CRM, mais aujourd'hui, on peut avoir des solutions et si on ne fait pas le bon choix de l'intégrateur, on peut vite se retrouver face à des difficultés et on va avoir le premier réflexe, c'est de nous dire je n'ai pas fait le bon choix de solution, alors que c'est tout simplement qu'on n'a pas fait le bon choix de l'intégrateur. Donc, bien prendre le temps de regarder le duo éditeur-intégrateur. Le troisième point, c'est de bien cartographier les flux entrants et sortants entre le CRM et les autres solutions de l'écosystème, parce que le CRM ne va pas rester en fonctionnement isolé dans l'écosystème digital, il va être connecté à un ensemble d'autres solutions. Et ça, c'est impératif de bien tout cartographier pour avoir une vision d'ensemble. Et le dernier point, c'est surtout aussi d'accepter qu'il n'y a pas de solution parfaite, que les solutions, à un instant T, elles ne répondent peut-être pas à 100% à notre besoin, mais qu'elles évoluent. Que les besoins également en interne vont évoluer et il faut choisir la solution qui paraisse le plus flexible possible. Je pense que c'est un bon conseil aussi d'accepter ça, qu'il n'y ait pas de solution parfaite. Je pense que c'est assez important. Alors, malheureusement, je suis vraiment navrée parce qu'avec mes soucis techniques, il nous reste que 5 petites minutes. Donc, je te propose de les prendre et de voir s'il y a des questions de la part de l'audience. Bon, hormis pour me dire que ma connexion est saccadée, j'en suis vraiment désolée. Connecté 30 minutes avant, Yannick et moi. On a fait tous les tests, tout était parfait. Évidemment, c'est quand c'est le live que ça ne marche pas bien. Donc, si vous avez des questions pour Yannick, c'est le moment de les poser. Sinon, moi, j'en ai une dernière pour lui. Inspiré. Donner des conseils. Choses qu'il ne faut pas faire ou des points de vigilance un petit peu à avoir avant de se... Alors, en interne, comme tout déploiement de solutions, il faut surtout bien communiquer sur l'intérêt de la solution pour garantir une adhésion collective. Pour être transparent, chez Look, il y a déjà une solution CRM qui avait été implémentée il y a plusieurs années avant Sugar.
Et ça s'était clairement soldé par un échec à l'utilisation parce que les équipes n'avaient pas été embarquées dans la partie projet, dans la partie utilisation. C'était vraiment, on met la solution en place, maintenant à vous de l'utiliser. Et ça, c'est la partie accompagnement, communication, c'est un point essentiel, toute la partie conduite au changement. Les points de vigilance, c'est d'avoir une ressource aussi qui a une vision transversale et assez élargie sur l'ensemble de l'entreprise. Cette partie CRM, comme je l'ai expliqué, en fait, elle ne touche pas qu'un type d'utilisateur en particulier. Elle va être plutôt transversale sur différents services. Et donc, il faut qu'il y ait une personne au-dessus de tout ça qui ait la vision vraiment globale au niveau des différents services. Et donc, c'est de prendre aussi le temps d'analyser son écosystème digital pour voir comment la solution va s'intégrer. C'est la grosse difficulté aujourd'hui parce que les solutions, elles se multiplient. Et en gros, c'est de vérifier ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, on va implémenter ou on va changer de CRM. À quelle autre solution il doit être ce CRM connecté? Est-ce que les échanges vont se passer correctement, etc., etc. Et ça, on doit l'anticiper avant même le démarrage du projet. C'est des points qui sont hyper intéressants, surtout très, très importants. Moi, je retiens énormément la partie conduite de changement. Effectivement, CRM qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas utilisés parce qu'on a mis les équipes à bord, tout simplement, au démarrage du projet. Et effectivement, faire en sorte aussi que l'outil s'intègre correctement dans l'écosystème digital, c'est essentiel parce que personne, déjà, ne va vouloir se servir d'une solution si elle ne s'intègre pas correctement aux autres. Et en fait, te retrouver avec une démultiplication des données, des informations parmi plusieurs outils, et c'est juste un cauchemar derrière d'un point de vue IT à gérer. Oui, tout à fait. Mais écoute, je crois qu'on arrive au terme de notre webinaire. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu avec nous, d'avoir pris le temps, parce que je sais que c'est pas anodin. Si vous avez d'autres questions, vous souhaitez aller plus loin, que vous voulez m'envoyer des messages pour me dire que ma connexion était pourrie, je vous en prie. Vous avez les coordonnées de Synolia juste là. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon long week-end pour ceux qui font le lundi de Pentecôte et une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Caroline.